et je vous prie de les applaudir quand il faut le faire. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Je vais vous garder un peu de vous pendant 10 minutes. Et l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo, d'embellir des aïeux au pays bien-aimé. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Camarades O, pour notre université, c'est un privilège et je dirais que, même si ça a été fait, qu'avec la chaleur que nous connaissons de notre université, que M. Augustin Matata Polo, professeur d'université, docteur des sciences économiques, puisse se lever et que nous tous, nous l'accueillons en nous levant, s'il vous plaît, levez-vous, veuillez l'accueillir au sein de notre administration et de remercier cette occasion qui nous donne de pouvoir méditer sur un thème extraordinaire qui a ici, leadership et gouvernance de qualité pour un développement économique durable. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous prie aussi, je vous demande de sortir vos calepins pour pouvoir noter. Parce qu'après, il y aura un vrai débat. Étant un professeur d'université, étant un homme politique, il adore le débat. Et je suis sûr que les étudiants de l'université de Yambouz saisiront cette occasion pour lui poser des questions en rapport avec la thématique du jour. Excellence, Monsieur le ministre honoraire, vous avez la parole pour que vous puissiez parler à vos étudiants. Monsieur le recteur de l'université, Monsieur le bourgmestre de la commune de Baroubou, Monsieur le membre du comité de gestion de l'université, Monsieur le professeur, mesdames et messieurs, distingués invités, camarades élèves, camarades étudiantes et camarades étudiants, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de répondre à l'invitation du recteur de l'université William Booth pour échanger sur un thème important intitulé la qualité du leadership, la qualité de la gouvernance et son impact sur le développement économique durable. Ce sujet passionnant que j'essaie d'exposer dans plusieurs milieux, notamment les milieux universitaires, au sein de mon expérience personnelle en tant que ministre des Finances de 2010 à 2012 et en tant que Premier ministre pendant près de 5 ans entre 2012 et 2016. Déjà, quand j'étais Premier ministre, j'ai été invité plusieurs fois
dans plusieurs universités, notamment l'université du Caire, l'université d'Accra, pour échanger avec la communauté étudiantine, avec les professionnels, quels étaient réellement les atouts des performances économiques exceptionnelles que la RDC aura enregistrées au cours d'une période donnée. Et depuis que je suis parti de la primature en 2016, je ne cesse d'être invité pour partager avec le monde scientifique, le monde professionnel, le monde communautaire sur les questions de leadership, sur les questions de la gouvernance et l'impact de ces bilans sur le développement économique. Laissez-moi vous dire, Monsieur le recteur, que c'est pour moi un grand honneur de partager aujourd'hui la science avec la communauté étudiantine de l'Université Louvain. Qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, selon la définition qui est donnée par certains scientifiques, notamment John Maxwell, Myles Monroe. Le leadership, c'est cette capacité qu'on peut disposer pour influencer les autres, pour les convaincre afin d'être suivis, pour le partage ou l'atteinte des objectifs communs. Et donc, le leadership suppose cette capacité de conduire les autres. Le leadership suppose cette capacité d'influencer les autres. Le leadership suppose cette capacité de convaincre les autres. Il faut que ceux qui vous suivent soient convaincus. C'est ça les caractéristiques d'un leader. Et quand vous devez conduire les autres, le leadership suppose une vision. Il faut avoir une vision, une grande vision. Le leadership de qualité suppose une grande vision, un rêve qui est partagé par ceux qui sont convaincus de vous suivre. Et cette vision, comme vous le savez, camarades étudiants, chers élèves, la vision elle est abstraite. Le rêve il est abstrait. Et le leadership de qualité nécessite que la vision, le rêve soit circonscrit à l'objectif global. Il faut que de cette vision puisse découler des objectifs. Vous pouvez avoir un rêve, dire par exemple dans le domaine de développement, je veux que la RDC devienne un pays développé. Ça c'est un rêve. Je veux que la RDC devienne une économie émergente. C'est un rêve, c'est une vision. Mais quels sont les objectifs globaux? Comment allons-nous atteindre cette vision, ces rêves? Il faut définir à ce moment-là les objectifs globaux. Et à ce moment-là, au-delà de dire, je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis, vous dites, je vais aller en France, c'est déjà un objectif. Je vais aller en Belgique, c'est déjà un objectif. Je vais aller dans l'État de Washington, c'est déjà un objectif. Et donc, il faut la définition des objectifs globaux. Au-delà des objectifs globaux, il faut des objectifs intermédiaires. Voyez-vous, si vous êtes pilote, vous voulez aller en Europe, vous voulez aller en France, objectif global, il y a des objectifs intermédiaires. Les pilotes vous diront que nous devons traverser les Congo Brazzaville, on doit traverser les Cameroun, on doit traverser l'Algérie,
où on va traverser le Maroc, ce sont des objectifs intermédiaires. Parce qu'il serait quand même étonnant, lorsque vous vous rendez en Europe, que vous donnez des objectifs intermédiaires tels que vous devez traverser l'Angola, vous devez traverser la Namibie, mais certainement, ceux qui sont avec vous vous diront, Monsieur le leader, mais ce n'est pas là que nous allons. Donc, la définition des objectifs intermédiaires constitue un élément clé d'un leadership de qualité. Mais une fois que vous aurez déterminé les objectifs globaux, les objectifs intermédiaires, mais il faut avoir la méthode. Quelle est la méthode que vous allez utiliser? La méthode étant entendue comme la démarche raisonnée qui permet, toutes choses restant égales par ailleurs, d'atteindre la vérité ou l'objectif visé. C'est ça la méthode. Une démarche réfléchie, une démarche raisonnée, l'ensemble des procédés scientifiques qui vous permettent de découvrir la vérité, d'atteindre un objectif. Mais la méthode est-elle indispensable? Bien sûr, oui. Lorsque vous voulez devenir un pays développé, mais on doit savoir, après avoir défini les objectifs globaux, tels que nous l'avons dit, les objectifs intermédiaires, mais quelle est la méthode que vous allez utiliser? Une méthode capitaliste, une méthode communiste, une méthode socialiste. Regardez les États-Unis d'Amérique, c'est une économie capitaliste où le libre-échange fonctionne. Alors, comme vous le saviez, l'économie communiste, c'est l'interventionnisme de l'État. C'est la méthode. Le développement d'un pays. Pour vous montrer que c'est aussi une démarche raisonnée. C'est une démarche scientifique. Il y a des lois qui permettent d'être appliquées et pour atteindre le but. Merci. Et lorsque vous aurez défini la méthode, soit c'est le capitalisme, soit c'est le socialisme, soit c'est le communisme, soit c'est la sociodémocratie, ou le mélange, ou l'équilibre, il faut des techniques. Pour suivre les schémas raisonnés qui vous permettent d'atteindre les objectifs globaux, évidemment à travers les objectifs intermédiaires. Et dans les techniques qu'on peut considérer comme l'ensemble du processus de mise en œuvre, les stratégies, c'est absolument les passages obligés pour atteindre les objectifs globaux, pour matérialiser la vision. Donc, un leadership de qualité suppose qu'on doit avoir une vision, qu'on doit circonscrire cette vision ou ses rêves à un objectif global, à un objectif intermédiaire, et qu'on doit avoir une méthode et des techniques. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que le leadership est une qualité innée? Non. Camarades étudiants, camarades élèves, tout le monde a le potentiel d'être leader. Quand on est leader. Quand on a le potentiel de leadership de qualité en soi. Dieu pourvoit à tout le monde les capacités d'être leader, un leader de qualité. Sauf qu'il faut absolument exploiter ce potentiel et effectivement devenir leader. Quelles sont les caractéristiques d'un leadership de qualité? Il faut avoir une attitude positive. Il faut avoir une certaine constance.
dans la prise de décision, dans la marche à suivre. Il faut avoir du charisme. Le charisme, c'est cette capacité qui permet aux autres, qui permet aux leaders de conduire les autres et de faire face aux difficultés. Il faut avoir la capacité du sacrifice. Il faut avoir la volonté de vaincre les obstacles. Un leader, c'est quelqu'un qui non seulement est constant. Un leader, c'est quelqu'un qui possède l'ensemble des vertus, des valeurs éthiques, des valeurs morales qui permettent effectivement à ceux qui sont considérés comme les followers de vous suivre et de croire en vous. Parce que la relation entre les leaders et sa communauté, c'est la conviction. Il faut que ceux qui vous suivent qu'ils soient convaincus. Alors, quel type de leadership on peut avoir? Il y a le leadership dictatorial, ce type de leader qui ordonne que tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit soit exécuté. Et ceci peut être opposé à un leadership démocratique. Un leadership démocratique, c'est-à-dire les leaders se réfèrent au point de vue du groupe. Il y a aussi un leadership autoritaire, qui est l'assouplissement du leadership dictatorial. Et ce leadership autoritaire, avec un leader qui, convaincu de la voie à suivre pour conduire les groupes, impose son point de vue. Et ce leadership autoritaire peut être opposé à un leadership participatif. Mais il y a aussi le leadership transformationnel. C'est ce leadership dont le responsable a pour mission pour conduire les autres en transformant l'environnement dans lequel ils se trouvent pour un environnement meilleur. Et nous avons aussi le leadership transactionnel, c'est ce type de leadership où toutes les décisions sont prises après une certaine transaction ou après un certain débat. Voilà, chers étudiantes, étudiants, chers élèves, c'est qu'on peut comprendre un leadership de qualité. Et son impact, nous allons l'examiner sur le développement économique. Et la deuxième dimension de cet entretien scientifique avec vous, c'est la gouvernance. Qu'est-ce que c'est la gouvernance? La gouvernance plonge ses racines dans le mot grec qui s'appelle kobena. Kobena, en grec, veut tout simplement dire diriger un char de combat, diriger un navire. Donc, dans l'esprit, dans l'essence de la gouvernance, il y a donc l'essence de faire face à des obstacles, de faire face à des problèmes qu'il faut les résoudre pour tenir le char de combat sur une bonne voie, pour tenir le bateau, peut-être dans une tempête, sur une bonne voie. C'est ça la gouvernance. La gouvernance peut être entendue à des mots comme l'ensemble des règles, l'ensemble des dispositions institutionnelles, l'ensemble des institutions qui... La gouvernance politique donc permet aux citoyens de se choisir des dirigeants qu'ils estiment compétents d'être des leaders et à tous les niveaux. Nous avons aussi la gouvernance judiciaire. La gouvernance judiciaire, c'est justement l'ensemble des dispositions réglementaires, institutionnelles, qui permettent à un peuple de faire foi à la justice. Dieu dit, la justice élève les nations. Et donc, vous ne pouvez pas être leader. Dire que votre pays va atteindre le développement, votre pays va atteindre l'émergence,
et dans l'entretemps ne pas assurer une justice de qualité. C'est contradictoire. Parce que le développement, c'est l'élévation d'une nation. Mais une nation ne peut pas s'élever avec une justice qui n'est pas de qualité. Nous avons aussi une gouvernance juridique. C'est la gouvernance qui permet d'avoir des textes qui garantissent la solidité d'une institution, la solidité d'un État. Une gouvernance juridique. On vous parle notamment des constitutions. La constitution, elle est immuable. On vous dit que la constitution, c'est la loi suprême. Mais il faut que cette constitution représente effectivement le point de vue. C'est pour ça que les textes fondamentaux, comme la constitution, sont parfois votés au suffrage universel. Vous pouvez avoir aussi la gouvernance sociale. La gouvernance sociale, c'est celle qui permet de garantir un équilibre dans l'ensemble de la société. Que la société ne soit pas entendue comme un lieu où il y a une discrimination des plus riches et des plus pauvres. Certes, il y aura des riches, il y aura des pauvres, mais la gouvernance sociale consiste à garantir le minimum vital à tout être humain. Parce que Dieu créa le monde pour que tout le monde vive plus ou moins avec le minimum possible. Il y a la gouvernance sécuritaire. La gouvernance sécuritaire, c'est celle qui permet de garantir la paix et la sécurité dans un espace bien donné. Parce que vous pouvez bien avoir une vision, avoir un grand rêve, mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la sécurité, il est quasi impossible de pouvoir réaliser votre rêve. Parce que la construction d'un État viable, la construction durable d'un État passe absolument par la paix et la sécurité. Pour ceux qui peuvent investir, puissent le faire avec une visibilité longue. Il y a évidemment la gouvernance financière que tout le monde connaît plus ou moins facilement. C'est la gestion efficiente des ressources financières. Et là, c'est très important, camarades étudiants, c'est que l'indice opposé à une gouvernance de qualité, c'est l'indice de corruption. Dans un État où la corruption, où la fraude et la corruption sont très élevées, il va de soi que la gouvernance est faible. Et il y a pratiquement un modèle économétrique qui démontre que plus il y aura des riches, il y aura des pauvres, mais la gouvernance sociale consiste à garantir le minimum vital à tout être humain. Parce que Dieu créa le monde pour que tout le monde vive plus ou moins avec le minimum possible. Il y a la gouvernance sécuritaire. La gouvernance sécuritaire, c'est celle qui permet de garantir la paix et la sécurité dans un espace bien donné. Parce que vous pouvez bien avoir une vision, avoir un grand rêve, mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la sécurité, il est quasi impossible de pouvoir réaliser votre rêve. Parce que la construction d'un État viable, la construction durable d'un État passe absolument par la paix et la sécurité. Pour ceux qui peuvent investir, puissent le faire avec une visibilité longue. Il y a évidemment la gouvernance financière que tout le monde connaît plus ou moins facilement. C'est la gestion efficiente des ressources financières. Et là, c'est très important, camarades étudiants, c'est que l'indice opposé à une gouvernance de qualité, c'est l'indice de corruption. Dans un État où la corruption, où la fraude et la corruption sont très élevées, il va de soi que la gouvernance est faible. Et il y a
pratiquement un modèle économétrique qui démontre que plus la corruption est élevée, plus la fraude est élevée, moins le développement se réalise, moins le développement s'invite. Et donc, une émergence, un développement nécessite absolument aussi une gouvernance financière et qualité. Pourquoi la gouvernance, camarades étudiants? Pourquoi une gouvernance de qualité est indispensable? Parce qu'une gouvernance de qualité produit la confiance, produit la crédibilité, non seulement de l'État, mais des institutions et des hommes. La confiance est indispensable pour le progrès. La confiance, la crédibilité sont indispensables pour le développement. Et il y a même un indice économique qui démontre que les pays qui se développent ont un indice de crédibilité et de confiance très élevé. Je peux vous donner un exemple. L'Italie du Nord est plus développée que l'Italie du Sud. Et les études scientifiques ont démontré que c'est dû notamment, je dis bien notamment, au fait que l'indice de confiance, l'indice de crédibilité dans l'Italie du Nord est supérieur à l'indice de confiance, à l'indice de crédibilité dans l'Italie du Sud. Les économistes le savent, mais aussi le bon sens doit le savoir. Parce que Dieu a mis en nous des capacités de pouvoir jauger ce qui est bon, ce qui est vrai. Lorsque vous êtes dans une société où la corruption prévaut, les coûts des transactions sont très élevés. Et si les coûts des transactions sont très élevés, ça veut dire que le prix des ventes ne sont pas alléchants. Et les marges bénéficiaires sont faibles. Et donc, l'assiette fiscale est faible. Et donc, les recettes fiscales sont faibles. Et donc, les investissements sont faibles. Donc, la gouvernance est un élément clé. La gouvernance de qualité est un élément clé. Voilà pourquoi, et c'est le troisième point, camarades étudiants, les binômes leadership que nous venons de décrire, leadership de qualité, gouvernance de qualité, est un binôme indispensable pour produire le développement, pour produire l'excellence, l'émergence. Si vous avez besoin de conduire les autres vers une vision, vers un rêve d'excellence, vers un rêve, vers une vision de progrès, il faut un binôme. Les binômes, leadership de qualité, gouvernance de qualité. Et ceci, non seulement pour un projet élevé d'une nation, mais pour un projet individuel. Le leadership de qualité, la gouvernance de qualité s'impose aussi à des projets individuels. Si vous voulez devenir professeur, docteur, comme les recteurs ici présents, c'est un rêve, mais il faut un objectif global. Vous voulez devenir docteur en quoi? Docteur en sciences économiques, docteur en physique. Mais après avoir défini l'objectif global, vous devez savoir qu'on ne devient pas docteur du jour au lendemain. Il faut des objectifs intermédiaires, assistant, chef de travaux, professeur, associé, professeur ordinaire. Mais il faut une méthode. Comment on devient professeur? En dansant? En trichant? Non, la méthode, en étudiant énormément, en travaillant dur. Et quelles sont les techniques pour mieux réussir son examen? Et quelles sont les vertus, les qualités? Doit-on être bavard? Doit-on être distrait? Et voilà, mes chers amis. Et donc, le leadership de qualité. La gouvernance de qualité ne s'applique pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau individuel. Mais alors, quel est l'impact de leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité sur l'économie d'un pays? Et là,
Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous allions nous référer au cas de la République démocratique du Congo entre 2012 et 2016, période au cours de laquelle nous-mêmes nous avons exercé comme Premier ministre. Avons-nous testé ces bilans d'un leadership de qualité? Avons-nous testé ces bilans de gouvernance de qualité? Leadership et gouvernance de qualité. Ceci est très important. Camarades étudiantes, camarades étudiants, chers élèves, quel a été l'impact d'un leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité sur le variable socio-économique de la RDC au cours de cette période? D'abord, du point de vue macroéconomique. Du point de vue macroéconomique, vous avez certains indicateurs clés. Comme en médecine, quand vous arrivez chez un docteur, la première chose, c'est de vous prélever la température corporelle. Est-ce que vous avez du 36 degrés? Si vous êtes au-delà, on peut supposer que vous avez le coronavirus. En économie, c'est la même chose. Il faut qu'une économie affiche des taux d'inflation faibles et des taux d'échange de la monnaie stables. Et laissez-moi vous dire, camarades étudiantes, camarades étudiants, on a réalisé au cours de cette période les taux d'inflation en moyenne le plus faible réalisés par la RDC depuis 1960. Nous avons même réalisé au cours d'une année un taux d'inflation de 0,8%, à telle enseigne que le Fonds monétaire international s'est posé la question si la RDC a changé le régime d'échange. Est-ce que la RDC a adopté pour les taux d'échange fixes? On a répondu non. Les taux d'échange demeurent les taux d'échange flottants. Sauf qu'il faut savoir qu'une bonne gouvernance permet d'avoir des lois du marché qui sont plus fortes que des câbles électriques en métal. Le taux d'échange, rappelez-vous, est resté aussi stable pendant presque 5 ans au taux de 927 francs congolais les dollars américains. Camarades étudiants, pourquoi est-ce que les économistes recommandent à ce que les taux d'échange, les taux d'inflation soient stables? Que les cadres macroéconomiques soient stables? Parce que c'est la fondation. Quand on veut construire une maison, on fait la fondation. Et la stabilité macroéconomique, c'est la fondation. Pourquoi la fondation? Parce que la stabilité macroéconomique permet d'éclaircir la visibilité d'une économie. Quand on investit aujourd'hui, ce n'est pas pour récolter aujourd'hui, c'est pour récolter demain, c'est pour récolter après-demain. Et la stabilité du cadre macroéconomique renvoie des signaux que l'économie est bien gérée. L'économie est en bonne santé, l'économie affiche du 36 degrés. Et donc, les opérateurs économiques peuvent investir. Et imaginez-vous que nous avons réalisé des taux d'investissement jusqu'à 3 milliards de dollars américains à une année. Aujourd'hui, le taux d'investissement est en dessous de 500 millions par an. Nous avons réalisé aussi les taux de croissance économique élevés. La croissance économique, camarades étudiants, c'est ce qu'on appelle la création de richesses dans une nation. Lorsqu'on vous parle de la Chine qui a réalisé des miracles, c'est tout simplement parce que le taux de croissance de la Chine était pendant plusieurs décennies au-delà de 10% l'an. Le taux de croissance, c'est la création de richesses. Lorsque le taux de croissance économique est plus élevé que les taux démographiques, cela veut dire qu'on crée plus de richesses qu'il existe de bouches à nourrir. Et donc, les soldes, c'est ce qui constitue l'épargne et qui est à mesure de faciliter l'investissement. Donc, pour qu'un pays puisse progresser, pour que la vision, les rêves puissent se réaliser, il faut une croissance économique élevée. Et nous avons atteint au cours de cette période
une moyenne annuelle de taux de croissance de 7,7% par an, avec un taux de croissance démographique de 3 à 3,5% par an. Donc, le taux de croissance per capita était positif, ce qui a permis de réaliser des excédents budgétaires. Du point de vue des finances publiques, camarades étudiantes, camarades étudiants, nous avons réalisé des performances macroéconomiques exceptionnelles au cours de cette période parce que les finances publiques étaient excédentaires. C'est-à-dire, les recettes mobilisées étaient supérieures aux dépenses effectuées, ce qui nous a permis de réaliser beaucoup de projets sociaux. Congo Airways a été créé avec de l'argent du trésor public. On n'a emprunté aucun dollar pour créer la compagnie nationale Congo Airways. On a créé Transco avec des bus Mercedes neufs. On a refusé d'acheter des bus d'occasion. On a construit des écoles parce que l'éducation, c'est la fondation du progrès d'une nation. Il faut investir. Camarades étudiants, camarades étudiantes, chers élèves, vous êtes les seuls et la lumière de la terre. Vous êtes l'avenir de ce pays. Et nous avons investi dans l'éducation à telle manière que nous avons atteint les taux le plus élevés depuis plusieurs années, soit 16% du budget de l'État. Le recteur l'a dit dans son mot d'introduction, les performances que nous avons réalisées dans ce domaine avec le ministre de l'Éducation de l'époque, le ministre Macaire, Wangou, nous a valu, nous, d'être publicités comme ambassadeurs pour l'éducation au niveau mondial. En effet, une gouvernance de qualité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, permet de dégager effectivement des ressources et d'investir dans les domaines qui sont le plus importants, notamment l'éducation. Un peuple sans éducation, c'est un peuple qui est appelé à mourir. Une nation qui n'investit pas dans l'éducation, c'est une nation qui est appelée à mourir. Nous avons réalisé des performances au niveau économique, mais on a aussi réalisé des performances au niveau social parce que d'aucuns pourront dire, M. Matata, mais vous nous parlez de la macroéconomie, mais on ne mange pas la macroéconomie. Ces chiffres restent économiques, ils ne sont pas sociaux. Mais laissez-moi vous dire, chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, les performances macroéconomiques ont eu un impact sur le social. Parce qu'un indicateur clé, universel, du programme des Nations Unies pour le développement de PNUD a permis d'indiquer qu'au cours de cette période, la République démocratique du Congo avait gagné 11 points dans les classements de l'indice du développement humain. C'est-à-dire, la RDC aura gagné 2 points. Qu'est-ce que c'est l'indice du développement humain? L'indice du développement humain, c'est un indice composite qui permet aux Nations Unies d'évaluer les niveaux du progrès économique et social des pays dans le monde entier. Là-dedans, vous y trouvez par exemple l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation. Vous y trouvez aussi les taux de mortalité infantile, autant d'éléments qui permettent aux structures spécialisées des Nations Unies de savoir si un pays est en train de réaliser des progrès, oui ou non. Et donc, au cours de cette période, la gouvernance de qualité, le leadership de qualité a pu démontrer son impact positif sur l'économie nationale, sur les volets sociaux de ce pays. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent dire, il n'existe pas de malédiction des ressources naturelles, parce que les gens ont tendance à croire que plus vous avez des ressources naturelles abondantes,
plus vous êtes maudits. Mais comment Dieu peut-il vous donner davantage et après vous maudire? Mais sinon, Dieu aurait maudit toutes les nations qui disposent de ressources naturelles abondantes. Mais ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de nations qui ont des ressources abondantes, mais qui prospèrent. Et même ici au continent, nous avons des pays comme le Botswana, des pays comme l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui ont des ressources, mais qui n'ont jamais été maudits. Et puis, si Dieu pouvait effectivement maudire la RDC, mais pourquoi entre 2012 et 2016, Dieu a levé sa malédiction? Donc, en réalité, au-delà de la malédiction supposée qu'on peut vouloir accorder à Dieu, il existe plutôt une malédiction des institutions. Une malédiction des institutions qui procèdent d'un déficit de leadership et d'un déficit de la gouvernance. Et voilà donc la vraie malédiction. Voilà, monsieur le recteur, monsieur le professeur, monsieur le membre du comité de gestion de cette université, chers élèves, camarades étudiants, camarades étudiantes, mais voilà la fin de cet exposé. En résumé, qu'est-ce que j'ai dit? Le leadership de qualité, la gouvernance de qualité constitue des ingrédients nécessaires pour impacter la vie d'une nation. Le leadership de qualité suppose une vision claire, précise, partagée avec l'ensemble de la communauté. Un leadership qui vous permet d'influencer les autres, de convaincre les autres, de les conduire vers un objectif global, vers un objectif intermédiaire, avec méthode et technique et stratégie bien définie. Il faut une gouvernance de qualité qui suppose des institutions de qualité, des règles, des mesures de qualité, afin de pouvoir atteindre les rêves et la vision qui a été instillée. Et cette gouvernance se fait dans tous les secteurs, secteur social, secteur judiciaire, secteur juridique, secteur financier. Et cette gouvernance de qualité, ce leadership de qualité permet effectivement de réaliser des performances économiques et sociales, comme nous l'avons démontré dans le cadre de la RDC, dans le cadre de la gestion de la RDC entre 2012 et 2016, impact réalisé ainsi par des institutions internationales spécialisées dans le domaine. Donc, en conclusion, il n'existe pas de malédiction des ressources naturelles. Il existe plutôt la malédiction des institutions qui procèdent d'un déficit de leadership, un déficit de gouvernance. Donc, en conclusion, si nous voulons émerger, si nous voulons nous développer, un seul secret, l'éminent leadership de qualité qui entraîne réduction de la pauvreté et l'atteinte de l'émergence et l'atteinte du développement. Je vous remercie. Je vous prie d'applaudir encore plus fort l'orateur du jour. Merci beaucoup, monsieur le professeur. J'ai failli dire pasteur, parce que vous avez repris les éléments de la science, les éléments de la politique, ainsi que les éléments de la foi. Et je crois que cette salle vous a vraiment inspiré, car nous avons été collés à vos lèvres. Camarade O, il a conclu, il a fait lui-même une synthèse, plus besoin d'en faire, parce que les propos ont été clairs. Maintenant, je m'en vais vous donner la place.
je m'en vais vous donner la parole afin que vous puissiez parler au maître, parler au professeur pour lui poser vos questions. L'université, c'est le lieu de la confrontation des idées. L'université, ce n'est pas le lieu de la pensée unique. D'abord, je déteste la pensée unique. L'université, c'est l'espace où il y a la liberté, où il y a la démocratie. Celui qui veut la parole peut la prendre, mais en suivant l'ordre. Il lève la main et on le désigne et il vient, il se présente et il pose sa question. Je donne la parole et aux élèves et aux étudiants et à tous les invités, parce que, ayant été conviés, nous sommes tous logés à la même enseigne, n'est-ce pas? Alors, celui qui veut prendre la parole peut lever la main et je vais en choisir aussi du côté de mes enfants, de mes élèves. J'étais dans votre école, hein. J'étais aussi à John Hopkins. Alors, j'attends aussi de ce côté. Et moi, de la femme oblige, je prendrai en premier une dame ou une demoiselle. C'est une demoiselle? Vous êtes là? Oui, madame. Monsieur le recteur, merci beaucoup. Je prends mon courage en main. Moi de la femme, moi des droits de la femme oblige. Professeur, merci beaucoup pour ce brillant discours. Juste une petite frustration. Quand vous avez dit bonjour à vos collègues professeurs, vous avez dit messieurs les professeurs. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que je suis madame le professeur. Je sais que c'est parfois long, mais ça flatte quand même un peu sa fierté qu'on dise aussi madame le professeur et messieurs les professeurs. Merci beaucoup de ça pour plus tard. Merci infiniment. Puisque les étudiants, les élèves ne veulent pas commencer, je commence donc. C'est juste une petite contribution dans le leadership et la gouvernance qui induit un développement économique durable. Je me demande si on ne pourrait pas ajouter un autre concept juste avant leadership, leadership et gouvernance. Pourquoi on n'ajouterait pas rhétorique politique? Je m'explique. Tout ce que vous nous avez dit ici, scientifiquement, bien déclaré, bien prononcé, et c'est dans des termes très scientifiques. Avez-vous tenu compte du niveau de la salle? Avez-vous tenu compte du degré d'absorption de vos paroles de la salle pour que votre message en tant qu'émetteur puisse être reçu pour nous, les récepteurs? Donc, le leadership et la gouvernance doivent s'accoler à la rhétorique politique. Pour qu'on puisse suivre le leader, il doit savoir transmettre dans la langue, ou en tout cas dans les composantes linguistiques que le peuple peut comprendre. Et le peuple, en l'occurrence ici, c'est les étudiants, c'est les élèves, c'est tout le monde, c'est nous tous ici. Alors moi-même, j'espère que je n'ai pas eu des termes trop compliqués pour... c'est ça le piège d'être professeur. Mais en tout cas, ça aurait été bien que dans votre discours, peut-être une petite partie en lingala, en kikongo, en swahili, en tuluba, pour qu'on puisse s'adhérer à votre message. C'est simplement ça, c'est une contribution. Merci beaucoup, professeur. Merci, madame. Un deuxième intervenant, une deuxième intervenante. Monsieur, venez, cher ami, venez de vous présenter. Mademoiselle, venez. Ok. Non, je ne vous ai pas choisi. Tout à l'heure. Mademoiselle, on y va. Présentez-vous une question. Une question. La discipline et de rigueur. Présentez-vous. C'est Christian Moulin. Suivez s'il vous plaît. Étudiant en sciences et économie, option économie monétaire internationale. Quelle année? En première année de licence. Première année de licence. Merci. Merci pour votre discours, monsieur. Ma
préoccupation est la suivante. Vous avez élogé votre performance économique, mais d'après l'économiste Colin Clark, l'écossais, il a classifié l'économie en 3 secteurs. On a les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La préoccupation est la suivante. Qu'est-ce qui a soutenu, quel secteur qui a soutenu votre performance économique durant cette période, par exemple de 2012 en 2016? Et aussi ma préoccupation est de savoir, durant cette période exactement, on a fait des études, d'après le rapport de la Banque centrale, on a constaté que la part de la contribution du secteur secondaire n'était que de 16%. La part du secteur primaire revenait à 36% et la part du secteur tertiaire revenait à 44%. Nous nous posons maintenant la question, pourquoi cette part insignifiante du secteur secondaire? Mais on nous prévient déjà à l'avance, on nous dit que le secteur secondaire est la première issue du secteur primaire. Or, dans notre pays, nous sommes majoritairement producteurs de matières premières. Maintenant, qu'est-ce qui fait ces déficits du point de vue secteur secondaire? C'est là que ma préoccupation. Très bien, merci beaucoup. Mademoiselle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On m'appelle au nom des cafés Fabini Bafadienne. Je suis une étudiante en faculté des sciences infirmières en génie STEM. Merci. Ma question est la suivante, monsieur le docteur. Vous avez vu que le leadership n'est pas inné. Donc, Dieu nous donne tous la capacité de venir. Alors, je veux savoir, parce que par moment dans la vie, nous n'avons pas une même capacité de raisonner. Chacun doit donner l'intelligence un peu différemment. Alors, je veux savoir quelles sont vraiment les méthodes qui peuvent permettre à chacun de nous dans la vie de devenir un jour un leader. Ma deuxième question est de savoir quelle est Tolérance. quelle est la méthode de leadership que vous pouvez nous conseiller de suivre parmi ce que vous avez cité, dictatorial, honoraire, transformationnel, si je ne me trompe pas, et transactionnel. Merci beaucoup. C'est très bien. Troisième question. Et on prend une deuxième série, puis on arrête. Oui, je réponds au nom de Nicolas Sengo. Je suis ancien étudiant de David. Je suis juriste. On sait, j'ai une préoccupation par rapport à votre Micro. J'ai une préoccupation par rapport à votre exposé. J'ai aimé d'abord ce que vous avez dit, mais la science n'a pas d'état d'âme. La science, elle est méthodique. La science, elle est objective. La science, on peut aussi prouver le point de vue, ce que vous avez dit là. Mais je prends la période où vous étiez Premier ministre, de 2012 à 2016. Vous avez dit que vous avez marqué votre leadership, c'était même constaté sur le plan international. Mais permettez-moi de vous contredire, cher professeur. Si nous allons dans la province de Kasaï, il n'y a rien sous votre mandat. Si nous allons dans la province de l'Équateur, tu vois pas. Mais par contre, nous constatons pendant que vous étiez Premier ministre, vous avez construit dans votre province de Maniema. Là, les gens peuvent dire que non, vous avez très bien géré, il y avait quand même un leadership. Mais au Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, tu vois pas, on a été constaté. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, cher professeur, est-ce qu'il y a aussi le leadership inné? Parce que vous avez dit tantôt là, le leadership inné n'existe pas. Mais je peux aussi vous contredire lorsque c'est le temps biblique. Parce que vous avez évoqué la Bible ici. Lorsque Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant la fondation du monde. Avant que tu sois prophète, je t'avais consacré leader. Voilà ma petite motivation. Merci, pasteur. Ok. Excellence, vous avez eu les 3 premières questions.
à part la contribution de Madame Le Doyen de la faculté du droit. Il y a un élève, en tout cas, l'élève a la priorité. Venez, monsieur, futur étudiant de William Mott. Présentez-vous et posez votre question. Vous êtes chez vous. Bonjour. Bonjour. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. Très fort. Allez-y. Je réponds au nom de Mekinga Okito, élève de l'ITITOLA, je suis en 6e de chimie. Merci. Ma préoccupation, ma question est celle-ci. À propos du thème qui est évoqué. Que faire, M. Honorable, pour avoir un bon leadership et une gouvernance de qualité qui doivent aboutir à un développement économique durable de notre pays? C'est ça que j'avais comme question. Merci beaucoup. L'étudiant, l'élève. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de l'élève Bodiuma, Angela, je suis en 6e commercial B. De quelle école? Du collège Jean-Marie. Collège Jean-Marie. Mais si son excellence a parlé sur le leadership, le gouvernement et la gouvernance, pardon. Je voulais savoir comment faire pour que cette gouvernance puisse être plus oppressée, plus séduisante en fait dans notre pays, parce que ça peut être, mais ça ne dure pas. C'est juste pour un temps. Alors je voulais savoir comment faire pour que ça puisse persister et ça reste. Merci. La temporalité de la gouvernance. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, vous avez eu des questions, si vous voulez bien répondre, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup, Madame le professeur. Madame le professeur. Allons, merci beaucoup pour toutes les questions et les observations qui ont été faites. Et ceci témoigne d'ailleurs, à mon avis je peux me rêver, ceci témoigne de l'attention particulière que vous avez donc réservée à l'ensemble de mon exposé. Je suis tout à fait d'accord avec l'observation pertinente de Madame le professeur pour dire que le moyen de communication, le langage de communication est aussi important que le message ou le contenu du message qui est communiqué. Et effectivement, nous prenons en compte cette observation pertinente, même si nous ne sommes pas très forts dans l'ensemble des langues nationales que vous avez évoquées. Mais nous prenons en compte cette observation. S'agissant de la question de M. Christian, de première licence, il rappelle la stratification de l'économie en secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Il a tout à fait raison. Et il souligne le fait qu'au cours de cette période, la prépondérance du secteur primaire est demeurée avec une faiblesse dans le secteur secondaire et pour ne pas parler du secteur tertiaire. Ceci est tout à fait vrai et nous acceptons l'analyse qui a été faite. En fait, jusqu'aujourd'hui, l'économie congolaise n'a pas encore atteint ces degrés de maturité dans la diversification de ses composantes. Il est tout à fait vrai qu'une économie, pour se développer, une économie pour émerger, doit passer absolument par l'industrialisation. C'est effectivement cette industrialisation, cette diversification qui va permettre au pays de quitter le stade d'une économie primaire à un stade d'une économie secondaire et tertiaire. Et là, je dois être d'accord avec vous que le temps ou la durée ou la longueur pour atteindre cette étape
procède évidemment pendant une longue période d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Mademoiselle Kapepa, infirmière en formation à l'ISTEM, disait: est-ce que le leadership est inné ou bien le leadership est né, est acquis? C'est presque en communion avec les derniers intervenants avant les élèves qui disaient qu'il y a des leaders nés. C'est dont je vous ai parlé parce qu'il a parlé de la science. La science, comme je l'ai dit, est fondée sur la méthode. La méthode, c'est-à-dire dans la clause de Ceteris Paribus, le même facteur entraîne le même résultat. Mais il y a aussi, dans la science, on dit qu'il n'y a pas de loi sans exception. Et l'exception ne fait que confirmer la règle. Il y a des gens qui ont des capacités innées pour être leaders, ça c'est vrai. Je ne peux pas vous le dénier. On peut même se référer à quelqu'un comme Messi, qu'on peut comparer à l'autre Ronaldo. Est-ce que vous savez ce que Ronaldo avait dit quand on a interrogé Ronaldo? Cristiano Ronaldo a dit: vous savez, je n'ai pas les capacités de Messi, parce que Messi, il est né grand footballeur. Mais moi, Cristiano Ronaldo, parce que par le travail ardu, on peut devenir comme Messi. Moi, je travaille 1000 fois plus que Messi pour avoir les mêmes performances que Messi. Donc, je vous confirme ce que vous avez dit. Il y a des leaders innés, mais c'est une exception. Toutes les études scientifiques démontrent que chacun d'entre nous ici est un leader potentiel. Si vous voulez exploiter les capacités que Dieu a mis en vous, vous deviendrez aussi leader. Quel type de leadership je peux conseiller aux étudiants? Écoutez, je ne peux pas vous conseiller un leadership dictatorial. Vous savez, là où la dictature amène. Je ne peux plus aussi vous conseiller un leadership participatif, où toute décision, avant d'être prise, il faut que tout le monde donne le leadership transformationnel. C'est ça le leadership que moi j'ai adopté et que j'ai défendu dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et c'est le leadership que j'ai appliqué quand j'étais Premier ministre. Que faire pour avoir un leadership de qualité et une gouvernance de qualité? C'est l'élève Okito de 6e année biochimie. Comme le leadership s'acquiert et qui n'est pas inné, à l'exception de quelques cas comme Jérémy, comme Messi. Et donc, il faut aller à l'école de leadership. L'école de leadership, ce n'est pas à l'université. L'école de leadership, c'est l'apprentissage des valeurs qui constituent les fondements de leadership. Vous devez avoir une attitude positive. L'attitude positive. Il y a des gens qui, face à un obstacle, tremblent. Un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les obstacles, d'affronter les difficultés. Un leader, face aux difficultés, face aux obstacles, il travaille dur pour avoir des solutions. Un leader doit être constant. Camarades étudiantes, camarades étudiants, Madame la professeure, Messieurs les professeurs, un leader ne peut pas changer à coup de vent. Vous avez déjà vu, dans ce pays, vous avez des leaders qui changent de couleur en fonction du vent. Il est rouge aujourd'hui, demain il est vert, après-demain il est jaune, après il revient rouge. Un leader, il est constant. Parce qu'un leader doit inspirer la confiance. Un leader doit inspirer la crédibilité. Et donc, vous devez avoir des caractéristiques: l'honnêteté, l'humilité,
Dieu dit, rabaissez-vous et on va vous élever. Et donc, un leader doit être un dépositaire de valeurs, d'éthique, de la moralité. Mais un leader doit avoir la capacité de conduire les autres, la capacité d'influencer les autres. Le leadership, ce n'est pas la position. Vous pouvez être recteur de l'université et ne pas être leader. Vous pouvez être premier ministre et ne pas être leader. Parce que vous n'influencez pas, parce que les autres ne sont pas convaincus de la vision de la méthode. L'élève Angelani, que faut-il faire pour que le leadership et la gouvernance durent? Éviter les choses qui ne durent jamais. En effet, vous avez là touché à l'un des points essentiels de la qualité des institutions et même du développement. Ce qu'on appelle en économie les stop and go. Si vous voulez progresser, il ne faut pas que vous fassiez 10 mètres en avant et vous en faites 20 en arrière. Il faut que vous puissiez progresser continuellement. Et là, vous avez raison, Madame Angelani, Mademoiselle Angelani, d'avoir soulevé la question de la stabilité, de la qualité des binômes leadership et gouvernance. Mais pour ça, il faut investir dans la qualité des institutions, comme au-delà de la connaissance, du savoir, au-delà de la technologie. Les économistes ont introduit une autre variable importante qui fait partie du courant institutionnaliste, c'est-à-dire les institutions de qualité, les institutions qui donnent le privilège à la bonne gouvernance, qui donnent le privilège à la justice, qui donnent le privilège à la stabilité. Et c'est ça, les secrets de la durabilité du leadership et de la gouvernance. Il faut que les institutions aient un pouvoir supérieur aux hommes et non pas l'inverse. Si les institutions sont de qualité, c'est que quelle que soit la médiocrité des hommes qui les dirigent, ce sont les institutions qui vont prévaloir. Voilà donc les questions à l'ensemble des questions qui ont été posées. Mais pour terminer, il y a un des intervenants qui a dit que le leadership de qualité et la gouvernance de qualité que nous avons évoquées n'ont pas atteint l'ensemble du pays. Et il a cité notamment les cas de Mbuji-Mayi ou du Kasaï oriental de l'époque. Cher intervenant, laisse-moi vous dire que je suis à l'aise pour répondre à votre question. Parce que cette même question m'a été posée en Mbuji-Mayi, où j'ai exposé le même thème qu'aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis devenu apôtre de leadership de qualité et la gouvernance de qualité. J'ai répondu avec beaucoup de calme à cette question, parce que j'ai cité, et si je commence à énumérer tout ce qui a été fait dans cette province, je pense que nous resterons à deux avec vous dans cette salle. Mais laissez-moi vous dire quelques éléments. Des écoles ont été construites, des écoles de qualité, et ces jours-là, j'ai cité la liste de toutes les écoles qui ont été construites dans l'ensemble des territoires de l'ancienne province du Kasaï. Et moi-même, j'ai eu le privilège de visiter certaines écoles, notamment à Kabé-Akama. J'ai visité l'hôpital de Merode, moi-même. Merode, si vous connaissez bien la province du Kasaï oriental, l'Est, ça se trouve dans la province du Kasaï oriental. Donc, il y a eu beaucoup de faits, beaucoup de projets qui ont été exécutés dans cette province, comme dans notre province que vous avez citée. Sauf qu'il faut savoir, chers amis, l'économie est une science.
Et une science ne peut pas être appréciée sur base de quelques microcosmes. Quand on vous parle des variables macroéconomiques, c'est des variables qui prennent la moyenne de l'évolution de l'ensemble des secteurs de l'ensemble du pays. Quand on a créé Transco n'a exercé qu'ici à Kinshasa, mais on ne peut pas dire que ceux qui venaient de Mbujima ne pouvaient pas monter dans Transco. Quand on a créé Congo Airways, mais on a créé les avions d'Or à Kinshasa et peut-être à Lubumbashi, mais c'est tous les citoyens de la République démocratique du Congo qui montent dans Congo Airways. Vous avez parlé notamment de l'université Mapon, qui a été inaugurée en 2017 et que le recteur a eu le privilège de participer à la cérémonie d'inauguration. Et encore une fois, je suis à l'aise pour répondre à cette question. Parce que le leadership de qualité, c'est justement cela. La gouvernance de qualité, c'est justement cela. Cette université n'a pas été construite par des fonds publics. Cette université a été construite par les contributeurs qui ont donné leurs fonds, et le recteur ici présent a vu les jours de l'inauguration dans une salle comme celle-ci, tous les bailleurs qui ont contribué à cette université étaient dans la salle. Et l'un d'entre eux a eu le privilège de prendre la parole pour témoigner que cette université, effectivement, nous, les opérateurs économiques du secteur privé, nous avons financé sa construction et nous sommes contents de voir que l'argent provenant de notre contribution est effectivement allé à la construction réelle de cette université. Et donc, chers amis, le leadership de qualité, c'est ça. Et ils ont dit, mais ils n'ont pas dit, en pleine salle, ils ont dit que on a fait des contributions auprès d'autres fondations et cet argent n'est jamais arrivé à la réalisation de l'objectif. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette université reçoit les élèves, les étudiants de 16 provinces. Et donc, ce n'est pas une université d'une province, c'est une université qui appartient à l'ensemble des Congolais parce qu'il y a 16 provinces qui sont représentées après 3 ans d'exercice et nous sommes convaincus que d'ici 5 ans, toutes les 26 provinces seront représentées. Quand les Belges ont construit l'université de Kinshasa, ils n'ont pas construit l'université de Kinshasa dans chaque province. On n'a jamais critiqué le Belge d'avoir construit l'université de Kinshasa. Quand William Booth a construit cette église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il n'a pas construit les églises dans l'ensemble des provinces, mais on n'a jamais reproché à William Booth d'avoir construit une œuvre aussi symbolique comme celle-ci. Le plus important, c'est de construire l'œuvre qui appartient à l'humanité. Quand vous construisez une église, vous ne construisez pas une église pour vous-même. C'est que vous contribuez à l'avancement de l'humanité. Quand vous construisez une école, une université, vous ne construisez pas pour vous-même parce que moi, je n'ai jamais étudié dans cette université. Mais il y a des élèves, des étudiants qui étudient dans cette université. Quand vous construisez un hôpital, vous participez à l'aide de la construction de l'humanité. Comme Dieu a dit, allez transformer le monde, Dieu n'a pas dit, allez détruire le monde. Je vous remercie. Merci.